Ouverture ce matin à Dakar du sommet extraordinaire de la CEDEAO. Au cours de la rencontre, les chefs d'État se sont penchés sur les questions économiques et la crise qui secoue la région. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui est sur place depuis mercredi, prend part aux travaux. Ici, à Bamako, les ministres en charge des télécommunications de l'espace UEMOA sont en conclave depuis ce matin. Les participants à cette rencontre doivent dégager des stratégies et proposer un plan d'action pour la promotion de transition de l'analogique vers le numérique pour la radio et la télévision. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Je vous le disais à l'instant, Dakar a accueilli ce matin les travaux du sommet extraordinaire de la CEDEAO. Un sommet qui s'est penché sur l'économie et les crises qui secouent la région. Parlant d'économie, il s'agit par exemple de la finalisation du tarif extérieur commun. S'agissant des crises, on a parlé de la situation au Mali, en Guinée-Bissau et en Guinée-Conakry. Kissira Emean Dambélé et Dembawan sont nos envoyés spéciaux depuis Dakar. Cette session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sera certainement un tournant décisif dans la vie de la communauté. Elle a en tête de menu des questions économiques qui ont longtemps été l'objet de réflexions et de négociations. Il s'agit du tarif extérieur commun. Donc en adoptant ce tarif, on va vers l'union douanière dans l'espace CEDEAO. C'est comme si on a un code douanier, c'est le code douanier au niveau de toute la CEDEAO. Donc cela va nécessiter l'harmonisation des différents codes au niveau national. Après ça, il y a la question de la monnaie. Parce que tant qu'on n'aboutit pas à la monnaie unique, c'est que l'intégration n'a pas été définitive. Donc comme vous le savez, au niveau de l'UEMOA, on a les francs CFA. Donc on entend de mettre les efforts nécessaires pour créer ce qu'on appelle la deuxième zone monétaire. L'horizon fixé, c'est 2015 et en 2020, on va vers la fusion pour créer la monnaie unique. C'est l'objectif fixé. Donc l'autre question, c'est les prélèvements communautaires. C'est-à-dire les organes, la CEDEAO a besoin de ressources pour faire face aux différents défis, que ce soit au niveau sécuritaire, que ce soit au niveau humanitaire, et puis également pour financer les programmes d'intégration. À cela s'ajoutent les accords de partenariat avec l'Union européenne en négociation depuis 2003 et qui sont vitaux pour l'économie sous-régionale. C'est un dossier très crucial pour notre sous-région parce qu'il va de l'avenir de nos économies. Donc on est prudent dans la démarche. L'Union européenne également, c'est un grand partenaire avec lequel également on poursuit notre coopération. Et pratiquement, il y a un consensus sur la plupart des questions. L'accord, c'est un accord de 115 articles. On est parvenu à un accord sur les 111 articles. La différence se situe au niveau de 4 articles. C'est donc sûr que les décisions que les chefs d'État prendront à Dakar iront dans le sens de l'adoption définitive de ces mesures. Elles sont supposées consolider l'intégration et réguler les relations avec l'Union européenne et l'Organisation mondiale du commerce. La rencontre de ces jours, essentiellement consacrée aux dossiers économiques de l'heure, doit préparer notre organisation à aborder dans les meilleures conditions les prochaines négociations économiques et commerciales avec les autres ensembles régionaux, notamment l'Union européenne, et poser les bases d'une prospérité partagée. La CEDEAO a salué l'élection d'un président de la République et le retour de la légalité constitutionnelle au Mali. Le sommet qui a condamné les actes terroristes récemment perpétrés au Kenya et dans le nord du Mali a estimé que la lutte contre le terrorisme n'est pas terminée. C'est pourquoi le président en exercice de la communauté a invité les pays membres à rester solidaires et la communauté internationale à soutenir la lutte contre ce phénomène et contre l'insécurité. Restons toujours à Dakar où les travaux du 17e sommet de l'UEMOA se sont achevés hier. Les chefs d'État qui ont salué la réussite des élections au Mali et la maturité de la classe politique ont signé plusieurs actes additionnels importants pour l'avenir de l'Union. À ce propos, nous vous proposons un extrait du communiqué final ayant sanctionné les travaux. Il est lu ici par Cheikh Adjibou Soumaré, le président de la commission de l'UEMOA. Les chefs d'État et de gouvernement ont instruit les organes et institutions communautaires de poursuivre les efforts en vue de l'opérationnalisation du chantier paix et sécurité
pour assurer la quiétude des populations de l'Union. Les chefs d'État et de gouvernement ont signé, dans ce cadre, un acte additionnel instituant une politique commune de l'UEMOA dans le domaine de la paix et de la sécurité. Les chefs d'État et de gouvernement ont en outre adopté un acte additionnel instituant une revue annuelle des réformes, politiques et programmes et projets communautaires au sein de l'espace UEMOA, placé sous la conduite du Premier ministre ou chef de gouvernement. Dans l'optique de donner une impulsion significative à la sécurité de l'aviation civile d'une part et à la culture dans l'Union d'autre part, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté un acte additionnel portant création de l'agence communautaire de supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile et un acte additionnel portant institution de la politique commune de développement culturel au sein de l'UEMOA. Autre grand titre de ce journal, les ministres en charge des télécommunications de l'espace IMOA sont en conclave ici à Bamako. Ils font le bilan des actions entreprises et dégagent donc les perspectives pour les 3 années à venir. La réunion ministérielle se penche sur la stratégie et le plan d'action pour la promotion des transitions de l'analogique vers le numérique pour la radio et la télévision. La réunion de Bamako permettra de donner les orientations nécessaires à la réussite du processus d'intégration en matière de nouvelles technologies de l'information. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre, compte rendu Bourama Traoré. Une réunion de haut niveau des ministres en charge des télécommunications de l'UEMOA, une question fondamentale sur la table de discussion. Comment développer davantage et de façon harmonieuse le secteur des télécommunications et des TIC dans l'espace UEMOA. Dans cette perspective, 3 chantiers retiendront particulièrement notre attention, à savoir la stratégie et le plan d'action pour la promotion du secteur des TIC propose des projets à mettre en œuvre. L'approbation de ces documents permettra à la Commission de rechercher le financement des 10 projets. En ce qui concerne la transition de l'analogique vers le numérique, pour la radio et la télévision, la Commission de l'UEMOA voudrait requérir vos avis et orientations sur les actions engagées au niveau régional. Le délai fixé par l'Union internationale de télécom, l'UIT, pour l'achèvement de la transition numérique étant proche, juin 2015, la Commission souhaite vous informer sur le niveau de préparation des tests communautaires qui régiront le paysage audiovisuel de notre sous-région. Enfin, l'itinérance mobile ou roaming est un sujet de préoccupation dans notre sous-région en raison notamment des tarifs élevés, de la mauvaise qualité de service et de l'information insuffisante des consommateurs. En vue de corriger cette situation, la commission de l'UEMOA a élaboré un texte communautaire. Le document doit faire l'objet d'une communication au cours de cette réunion ministérielle. Une autre solution proposée, c'est la mise en place des réseaux sous-régionaux à haut débit pour assurer une meilleure circulation de l'information dans l'espace UEMOA. Pour cela, je vous encourage à intensifier vos politiques de construction de liaisons nationales à haut débit pour aboutir à un réseau sous-régional de fibre optique sécurisé et fiable. La problématique de la mise en œuvre du service universel devient de plus en plus préoccupante dans notre espace. En effet, avec la convergence des technologies et des services, il est impératif pour les acteurs que vous êtes, messieurs les ministres, de procéder à une nouvelle définition du service universel dont la mise en œuvre permettra d'impulser de façon durable le développement de nos zones rurales ou éloignées. J'espère que des recommandations pertinentes seront prises par rapport aux meilleures pratiques en matière de conception et de mise en œuvre du service universel. Faire des nouvelles technologies de l'information et de la communication un meilleur outil d'intégration sous-régionale, voilà à quoi travaillent les ministres en charge des télécommunications de l'UEMOA. L'atteinte de cet objectif passe par la définition des orientations claires. Je voudrais rappeler que l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'attelle dans le domaine des télécommunications à définir un schéma d'amélioration des infrastructures et des systèmes de télécommunications reliant les États, à prendre les dispositions relatives à la libéralisation des services de télécommunications en leur donnant un caractère graduel afin de permettre l'adaptation du secteur aux perspectives offertes par la libéralisation du marché de l'Union. Pour l'atteinte de ces objectifs et en tenant compte de l'évolution rapide du secteur, les ministres en charge des télécommunications et des TIC au sein de l'espace UEMOA
se réunissent périodiquement pour évaluer les actions entreprises et donner les orientations nécessaires à la réussite du processus d'intégration en matière de nouvelles technologies de l'information. Voilà tous les sens de la réunion de Bamako, une réunion qui intervient après celle des experts de l'Union. Les conclusions de cette rencontre doivent être examinées par les ministres en charge des télécommunications en vue de dégager de nouvelles perspectives pour les années à venir. Le Premier ministre Oumar Tatamali a reçu cet après-midi en audience le secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Les deux personnalités ont discuté des dispositions à prendre après la crise au Mali. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Youssouf Diakité. À l'occasion de la cérémonie solennelle de prestation de serment du médiateur de la République, le protocole de la République invite à la salle des banquets de la présidence de la République à Koulouba le samedi 26 octobre 2013 les personnalités suivantes: tous les membres du gouvernement, le cabinet de la présidence, tous les présidents d'institutions, son excellence monsieur le doyen du corps diplomatique, le cabinet et la famille des invités du médiateur de la République, les anciens médiateurs de la République, monsieur le gouverneur du district de Bamako, le maire du district de Bamako, les familles fondatrices de Bamako, le président du Haut Conseil islamique, l'archevêque de Bamako, le président de l'association des groupements évangéliques et protestantes du Mali, mise en place terminée à 18h30. Lors de la passation de commandement hier au camp militaire de Kati, le ministre de la Défense et des anciens combattants est revenu sur les événements du 30 septembre. Pour Soumeilou Boubei Maïga, les dossiers sont au niveau de la justice. Il est interrogé ici par Adama Koulibaly. La suite des événements du 30 septembre, les services d'investigation, les différents services ont eu à faire les investigations qui s'imposaient et à transmettre aux autorités judiciaires les dossiers qui méritaient d'être transmis pour dire que sur ce qui a été constaté, personne ne sera au-dessus de la loi et ils vont poursuivre leurs enquêtes jusqu'au bout parce que le rôle de l'État dans cette situation, et notre rôle à nous, c'est d'avoir une action impartiale, sans parti pris, et de faire en sorte que la loi, les règlements soient respectés par tous. Le cas que le parquet de la commune 3 a ouvert une information judiciaire, une procédure judiciaire, et ça ne relève plus de nous. Nous avons terminé notre part là-dedans, notre part c'est de fournir les éléments de preuve que nous avons pu rassembler pour que la justice suive son cours normal et que ceux qui ont été victimes puissent avoir des réparations, que ceux qui ont été coupables de crimes ou d'autres délits puissent être punis conformément à la loi. Les observateurs de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, MIACEL, séjournent au Mali depuis 7 mois maintenant. Ils se sont rendus dans les régions du Nord et dans le district de Bamako pour constater les cas de violation des droits de l'homme pendant la crise qu'a connue notre pays. La mission a produit un rapport dans lequel elle demande aux autorités maliennes de mettre l'accent sur la bonne gouvernance. Pour plus de précisions, écoutons le chef de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Reine Alapini Gansou, est interrogé par Mohamed Diarra. En matière des droits de l'homme, on ne peut jamais dire, même dans une situation de paix relative ou alors dans une situation dite d'état de droit et de démocratie, on ne peut pas dire que les droits de l'homme, que tout va bien en matière des droits de l'homme. Qui plus est dans un pays comme le Mali qui sort de cette crise très 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 difficile, on ne peut pas dire que tout va bien. Il y a eu des violations des droits de l'homme au Mali. Nous l'avons relevé et nous ne sommes pas les premiers d'ailleurs à relever cela. Il y a eu des violations des droits de l'homme comme quoi par exemple? Il y a eu des violations des droits de l'homme, il y a eu des atteintes à la vie des populations, il y a eu des déplacés internes, c'est des questions de violation. Il y a eu des réfugiés qui ne sont même pas encore rentrés chez eux. Il y a la question des femmes qui en temps normal sont déjà dans un état de pauvreté extrême. Mais ajouter à cela la situation de crise au Mali, il faut prendre leur situation en charge. Il faut prendre la situation des enfants en charge. Nous les voyons déambuler un peu partout dans nos grandes villes, à Bamako, à Mopti et autres. Il faut les prendre en charge. Ils ont droit à l'éducation. Ils ont droit à être préservés contre les affres de la guerre, des conflits au niveau des régions du Nord et autres. Dans le cadre de l'application de l'accord de Ouagadougou, le gouvernement a procédé à des libérations.
certainement aussi la levée des mandats d'arrêt. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Je crois que c'est seulement en dialoguant, en discutant, c'est-à-dire les acteurs politiques discutent avec les acteurs sociaux, les populations et autres, qu'on peut trouver des solutions négociées. Et parlant de l'impunité, je crois qu'il faut toujours penser aux victimes. C'est le droit des victimes qu'il faut mettre par-dessus tout. À Koulikoro, le chef d'état-major général adjoint des armées a présidé aujourd'hui la cérémonie d'ouverture solennelle des écoles militaires du Mali. La rentrée académique 2013-2014 des écoles militaires marque le couronnement de plusieurs années de réformes entreprises par notre pays et ses partenaires. Koulikoro, le point avec Seydou Traoré. Les écoles militaires ouvrent leurs portes pour l'année académique 2013-2014. Une nouvelle année qui démarre après les excellents résultats obtenus en 2012. Il s'agit des objectifs atteints dans la formation de quelques 20 officiers, dont 5 étrangers à l'école d'état-major, 48 officiers de l'école militaire d'administration, dont 8 venant de 7 pays africains. À cela s'ajoutent les autres effectifs formés dans le cadre de la coopération française et au niveau des écoles des sous-officiers et du Britannique militaire de Kati. Pour cette rentrée académique, la hiérarchie militaire en charge de la formation s'engage à jouer sa partition. Les stagiaires ont plus de responsabilités. Aux stagiaires et élèves, je voudrais les inviter à demeurer conformes et respectueux des devises des différentes écoles, car elles sont plus que sacerdotales pendant le temps d'instruction et de formation. Aussi, acceptez vos différences pour une meilleure cohabitation. L'accompagnement de la direction des écoles militaires ne fera point défaut. Elle sera toujours là, apportant tout son soutien, notamment à travers l'offre de toute l'expertise requise et parfois la conduite des missions d'évaluation et de contrôle. En présence du chef d'état-major général adjoint des armées Didier Dako, les deux orateurs du jour ont fait une mention spéciale à la mission de l'EITM pour son assistance morale et technique dans la formation des différents stagiaires. La direction des écoles militaires a promis que dans les prochains jours, un catalogue sera disponible pour assurer aux différentes directions d'école un meilleur suivi des conditions d'admissibilité et de graduation des élèves. Un autre temps fort de la cérémonie a été le défilé militaire et paramilitaire. Retour ici à Bamako, une explosion mortelle s'est produite à Kabala dimanche dernier. À l'origine du malheureux événement, une bonbonne de gaz non fermée. Le bilan est lourd, plusieurs blessés et 9 morts. Compte rendu Lamine Keïta. L'accident s'est produit dans une famille de Kabala. La nuit du dimanche dernier, l'aide ménagère de la maison aurait oublié de bien fermer la bonbonne de gaz et celui-ci a pris feu. Un feu qui s'est vite propagé jusque dans la famille voisine, blessant du coup 17 personnes, dont 9 ont succombé suite à des brûlures de niveau très élevé. Sur les 17 brûlés qui ont été accueillis au service des urgences, on a 4 qui sont encore internés, dont 2 enfants au niveau de la chirurgie pédiatrique, un enfant en réanimation et une femme adulte au service des urgences. Alors, il y a des blessés qui ont été évacués au niveau de l'hôpital du Point G, 2 blessés, 2 brûlés, et un brûlé a été envoyé au niveau de l'hôpital de Kati. Les blessés ont reçu cet après-midi la visite des ministres qui sont venus apporter un message de compassion du gouvernement aux blessés. L'hôpital avait, conformément à la loi de l'urgence, à la règle d'urgence, l'hôpital avait supporté les frais sans demander de financement à la famille. C'est ce qui est prévu en cas d'urgence. Et donc la famille était censée rembourser plus tard, ou si la famille n'a pas de moyens, s'adresser peut-être aux structures de protection sociale, ce que le ministre a déjà pris l'initiative, en tout cas, de faire, supporté par ses services. Cet accident d'une gravité extrême met en exergue la nécessité d'être vigilant lorsqu'on fait usage de bonbonnes à gaz dans nos familles. Le ministre de l'administration territoriale a l'honneur d'informer la communauté musulmane que le programme de retour des avions des premiers, deuxième et troisième convois transportant les pèlerins de la filière gouvernementale des lieux saints de l'islam se déroulera comme suit. Premier avion, vendredi 25 octobre 2013 à 22h30. Deuxième avion, samedi 26 octobre 2013 à 16h30. Troisième avion, dimanche 27 octobre 2013 à 16h30. Bon retour aux pèlerins.
Bonne nouvelle pour les populations des régions de Tombouctou et Mopti, plus de 3 milliards de francs CFA. C'est le montant que la Suède met à la disposition du gouvernement malien pour la mise en œuvre d'un programme dans le delta intérieur du Niger. La convention a été signée hier après-midi, compte rendu Alpha Maïga. Le delta du Niger est classé aujourd'hui site Ramsar, un habitat naturel de nombreux oiseaux euro-asiatiques dont la plupart viennent de la Suède. Et c'est ce pays, la Suède, qui met la main à la poche pour la mise en œuvre du programme de développement durable du delta intérieur du Niger. 2 ans, c'est la durée du programme. La contribution suédoise au financement du programme de 3 années de 2013 à 2015 est de environ 3,2 milliards francs CFA. Nous estimons que ce programme, au-delà du renforcement des capacités de résilience des capacités des communautés et des écosystèmes aux effets des changements climatiques, contribuera aussi à long terme de la paix et la sécurité, surtout dans les régions de Mopti et Tombouctou. Il s'agit là pour les autorités du pays d'une vision partagée, celle qui tourne autour de la lutte contre la pauvreté et surtout le développement durable dans le delta intérieur du Niger. C'est dire que votre action permettra d'harmoniser les actions de tous les intervenants dans la zone afin de conduire un développement économique et social harmonieux et équilibré du delta. Je puis vous assurer que ces ressources financières seront utilisées à bon escient. Le delta du Niger reste encore un des cordons vitaux du pays. Joli environnement, un bilan à mi-parcours. Le programme d'assainissement lancé il y a de cela quelques jours dans le district de Bamako commence à porter ses fruits. L'amélioration du cadre de vie, récupération des espaces de sport par les jeunes, ce sont là quelques acquis constatés ce matin au cours d'une visite effectuée par le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement sur les sites de dépôt d'ordures en communes 3 et 2 du district de Bamako, Alpha Maïga. Regardez le site des tas d'ordures du Kandig. De l'autre côté, en Tomokro-Bougou, ce sont 30 000 mètres cubes d'ordures qui sont ainsi étalés. Voici les mêmes lieux, 3 semaines après le lancement de l'opération d'urgence d'assainissement de Bamako. Ça nous a fait du bien, parce qu'il y avait trop de moustiques, trop de mouches. On était trop dérangés, trop d'odeurs. Et maintenant, vraiment, ça va. Aujourd'hui, je suis très contente. Le fait qu'on a pu enlever le dépôt d'ordures. Ça empêchait les malades de venir en consultation au niveau du centre de santé. Parce qu'il y en a même qui ont du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut installer un centre de santé auprès d'un dépôt d'ordures. Au total, ce sont 49 000 mètres cubes de déchets qui viennent ainsi d'être évacués. Les acquis sont édifiants en commune 3 et commune 2, visités par les responsables du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement. Nous avons constaté avec plaisir que les enfants, les jeunes, ils ont beaucoup de plaisir à retrouver leur terrain de sport, de football qui était totalement occupé par ces tas d'ordures. Il y a les écoles qui sont à côté. Ces écoles avaient des problèmes de fréquentation à cause des tas d'ordures et des problèmes de santé que ça posait aux enfants. Beaucoup de parents d'élèves avaient commencé à enlever leurs enfants au niveau de ces écoles. 900 millions de francs CFA, c'est le montant investi par le gouvernement de la République pour la réalisation du programme dans un délai de 4 mois. En 3 semaines, le taux de réalisation s'élève à 17%. Ce qui a été fait est satisfaisant. Mais nous avons toujours 2 points qu'il faut mettre en avant. Premièrement, c'est l'implication des populations. Le deuxième point, c'est si on dégage des stocks. Le complément, c'est de dégager les déchets journaliers, les déchets produits journalièrement. Sinon, le stock se reconstitue. Nous avons vu qu'au niveau du dépôt de Médine, devant le CFP, il y a quand même une file extraordinaire de charrettes qui attendent. Ils sont 78 et ces charrettes vont encore redéposer les tas d'ordures qui ont été dégagés il y a 2 jours. Sur les lieux, des vendeurs de boissons et de galettes au milieu des tas d'ordures. Pire, cet homme prenant tranquillement son thé comme s'il était porteur d'un antivirus contre les déchets.
Il y a 4 ans de cela, Médecins du Monde initiait le projet Sahel visant l'accès aux soins de santé des populations dans les districts sanitaires de Koro au Mali, Djibo au Burkina Faso et Keïta au Niger. Un projet qui vient de prendre fin. Les acteurs de cette initiative se sont réunis dans la capitale burkinabé pour faire le bilan de leurs réalisations dans les 3 districts sanitaires. Un bilan jugé satisfaisant. Nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Adama Kodjo et Seydou Sissoko. Avec une population de 418 558 habitants, le district sanitaire de Koro, situé dans la région de Mopti, a bénéficié d'un certain nombre d'avantages du projet. Et pour ce qui concerne essentiellement la référence évacuation, avec ce projet-là, la caisse de solidarité qui permet d'assurer le transport des femmes des aires de santé vers le centre de santé de référence a bénéficié d'un appui conséquent. Un taux de réalisation des césariennes a connu une amélioration. En 2010, ce taux était à 0,8% et en 2011, par exemple, ce taux a augmenté à 1,6%. Avec l'appui du projet, des supports de gestion ont été mis à la disposition du personnel et des membres d'Assaco. Les résultats obtenus sont le fruit d'une étroite collaboration durant 4 ans entre les agents de santé de Koro, Médecins du Monde et les élus locaux. Même si le projet prend fin aujourd'hui, nous pensons qu'à partir de là, il y a matière à travailler parce que nous pouvons réfléchir à partir de là et améliorer ce système nous-mêmes. On voulait accompagner l'accès aux soins et faire en sorte que ce projet il soit repris par les autorités de santé et par les autorités locales. Je pense que le projet qui visait d'être un starter pour améliorer la santé a bien fonctionné. Les représentants du ministre de la Santé du Burkina Faso, tout comme les élus locaux des communes de Djibo et Keïta, ont salué Médecins du Monde pour les différents appuis. La cérémonie a été marquée par des récits de poèmes des scolaires et l'exposition d'objets d'art en guise de plaidoyer pour l'implication accrue des décideurs en faveur des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans. Après Ouaga, direction Paris, après quelques années d'isolement, les artisans maliens se lancent à l'assaut du marché européen. Une foire exposition se tient en ce moment à Villeneuve dans la région parisienne. Le ministre de l'Artisanat et du Tourisme est sur place pour donner plus de visibilité à l'événement. Reportage Magamfin Konaté. Après 2 années d'absence, l'artisanat malien est de retour à Paris. Pour la première fois, le Mali expose son savoir-faire à Villetaneuse. Il s'agit donc de présenter le Mali comme une terre d'accueil du Tchatria, d'amitié et de solidarité, qui bien évidemment nous compte d'honneur. Du bazin, du bogolan, la bijouterie, la maroquinerie, les produits cosmétiques à base du beurre de karité, les objets décoratifs, l'artisanat touareg, tout est représenté à cette foire exposition. Une véritable rencontre avec le Mali et une solidarité affirmée avec les artisans maliens, diront Karine Juste. On sait combien l'artisanat est important dans l'économie du Mali. Leur permettre de faire connaître leur artisanat, c'est permettre aussi de faire vivre l'économie. Donc c'est un acte de solidarité pour nous important et qui s'ancre de relations qu'on a nombreuses depuis un certain temps, notamment dans le cadre de la coopération décentralisée avec Koniakari dans la région de Kanya. Jeux de société et univers décoratifs touareg sont aussi au rendez-vous. Occasion pour Madame le ministre de l'Artisanat et du Tourisme d'affirmer que la destination du Mali est maintenant sûre et même très sûre. Il y a une certaine stabilité au niveau du Mali et que les touristes, pourquoi pas, les touristes peuvent déjà venir dans le sud et même dans les zones de Tombouctou. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons fait ce déplacement et prendre contact avec plusieurs mairies, la mairie de Montreux, la mairie de Ivry. Donc là, nous sommes convenus d'un planning que nous ferons au courant de 2014. Donc là, c'est une première édition à Villetaneuse. Cette foire exposition se poursuit à Villetaneuse jusqu'au dimanche 27 octobre. Avis donc aux amateurs d'objets d'art décoratifs made in Mali.
Voilà, sur place, l'ambassadeur du Mali en France, Boubacar Sidiki et Touré. Nous sommes en France, nous y restons là-bas. Le ministre Moustapha Ben Barka, en compagnie, donc en charge des investissements, participe depuis mercredi dernier à la 7e rencontre internationale sur le partenariat public-privé. Le ministre malien a eu plusieurs rencontres avec les investisseurs de plusieurs secteurs. Il a également participé à une rencontre sur les opportunités d'investissement en Afrique où il a décliné la nouvelle politique gouvernementale en matière d'investissement privé. Makamfine Konaté. Le Mali post-crise fera de la décentralisation le moteur de son développement. Participant à la 5e rencontre internationale sur le partenariat public-privé, le ministre Moustapha Ben Barka, chargé de la promotion des investissements, est venu charmer les investisseurs internationaux. Pour le ministre Ben Barka, un boulevard d'opportunités s'offre désormais pour les investisseurs au Mali. Un boulevard qui s'ouvre aussi bien pour le secteur public mais également pour le secteur privé, pour saisir des opportunités dans différents secteurs. Nous avons l'agriculture aujourd'hui qui est un secteur porteur dans lequel nous allons baser le développement économique du Mali. À travers cela, la création et également l'impulsion de PPP dans les infrastructures économiques, l'énergie, les télécommunications, les transports. Secteurs transversaux qui permettront de redynamiser l'économie du Mali, les investissements à ce niveau bénéficieront de toute l'attention du gouvernement malien. C'est donc un véritable avocat du secteur privé que le ministre Ben Barka s'est adressé aux investisseurs. Je défends les intérêts du secteur privé parce qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait quand même une compréhension et une synergie d'action entre le public et le privé. Il n'est pas toujours dit, nous avons toujours vu en Afrique, quand on parle de PPP, c'est toujours l'État qui est en avant. Non, c'est l'État et le secteur privé qui doivent être en avant pour que vraiment qu'on ait vraiment un vrai secteur de PPP qui puisse contribuer au développement de nos économies. Une réforme ambitieuse qui profitera surtout aux collectivités décentralisées. L'État malien entend désormais favoriser l'implication du secteur privé malien et international dans le développement des collectivités, soutient le ministre Ben Barka. Nous avons l'ambition aujourd'hui de reformer le secteur, de revoir dans quelle mesure aussi bien le secteur privé malien mais également international peuvent aujourd'hui prendre part dans le développement que nous impulsons. Et aujourd'hui, on a ambition avec la décentralisation de déconcentrer aujourd'hui l'économie malienne qui est toujours concentrée dans les grands centres urbains, mais de les décentraliser, déconcentrer l'économie au niveau des communes. Ce qui veut dire que les PPP ne seront pas juste le fait de l'État central, mais également des communes. La bonne parole étant prêchée, les garanties étant données, les investisseurs privés peuvent désormais conjuguer le développement du Mali au futur simple. Parlons toujours affaires. La capitale fédérale américaine abrite depuis ce matin la 5e assemblée générale de l'APG World Connect. Il s'agit du plus grand regroupement des représentants de compagnies aériennes et d'agences de voyage à travers le monde. C'est donc la 5e assemblée générale qui va mettre l'accent sur le développement de nouvelles destinations, notamment en Afrique et dont le Mali assure la vice-présidence pour le continent et le Moyen-Orient. De Washington, plus de précisions avec Salif Sanogo. Ils sont venus des 4 coins du monde pour prendre part à cette 5e Assemblée générale d'APG. Ils sont en effet 176 pays membres à constituer le premier réseau mondial de représentants de compagnies aériennes. APG est un réseau mondial de sociétés qui rendent des services aux compagnies aériennes, différentes sortes de services, notamment des solutions de distribution et des solutions financières pour aider les compagnies aériennes. On est divisé en 4 régions, l'Europe, les Amériques, l'Asie et dernière région, l'Afrique et Moyen-Orient, dont je suis le vice-président. Au menu de cette 5e Assemblée générale, des sujets aussi importants que ceux relatifs au développement de nouvelles destinations, les stratégies de croissance et de diversification pour certaines zones, sans oublier l'interaction entre les agences de voyage et les compagnies aériennes. Un thème qui peut beaucoup intéresser le Mali, seul pays africain à être membre du comité directeur d'APG. Ce qui est important, c'est de noter qu'une société malienne comme ATS, qui se développe au Mali dans tous les métiers de l'agence de voyage, fait une extension pour faire réellement un groupe africain. Et c'est important, groupe africain qui aujourd'hui compte des sociétés dans 7 autres pays, et il y en a d'autres qui sont en train de venir. C'est quelque chose de très, très important pour nous. C'est notre plan de développement. Ça arrive à un moment aujourd'hui où le métier de base qui était le tourisme pour nous est en grosse difficulté. Malheureusement, cela va prendre quelques années encore pour repartir.
Mais voilà, on est en train de reprendre des forces et puis de continuer à attaquer. C'est ça que nous pouvons apporter à notre pays et puis c'est à ça qu'on s'attelle tous les jours. Selon les spécialistes, APG est perçu comme étant l'organisation des Nations Unies dans le domaine de l'aéronautique civile et des agences de voyage. Et la présence du Mali comme étant le seul pays africain au sein du comité directeur est un message très important et cela peut avoir également de réelles retombées pour le pays. Voilà la 5e Assemblée générale de APG World Connect. La 8e session ordinaire de la conférence des ministres du commerce de l'UIA, ouverte hier, s'est achevée ce vendredi à Addis Abeba au siège de l'institution africaine. La conférence, qui a vu la participation de plusieurs ministres du continent, a été sanctionnée par un engagement des ministres du commerce à faire de l'intensification du commerce intra-africain une priorité, une priorité ministérielle. Ils ont également abordé la pertinente question de la création de zones de libre-échange avant de convenir d'une position commune africaine dans la perspective de la conférence ministérielle de l'OMC prévue à Bali, en Indonésie, du 3 au 6 décembre prochain. Les ministres ont également adopté 3 déclarations sur les accords de partenariat économique APE, la croissance et les opportunités en Afrique et sur l'Organisation mondiale du commerce OMC. Le Mali, à cette conférence, était représenté par l'ambassadeur du Mali à Addis Abeba, Gouro Dial. C'est ce que nous signale notre confrère Alassane Diombeli. Retour ici à Bamako, comment corriger le faible niveau de la réalisation des prévisions de recettes annuelles de la Direction nationale des domaines et du cadastre. La question est depuis ce matin au centre d'une réunion initiée par le département en charge des domaines de l'État et des affaires foncières. Reportage Nando Dambélé. Les domaines et le cadastre constituent des secteurs très complexes dont la gestion suscite des suspicions et beaucoup de frustrations pour les citoyens. Aujourd'hui, le département des domaines de l'État et des affaires foncières en charge de ces secteurs doit s'inscrire dans la dynamique du changement prôné par les nouvelles autorités du pays. C'est dans cette optique que se tient la présente réunion dont l'objectif est de dynamiser le système de recouvrement des recettes par la Direction nationale des domaines et du cadastre. Il vous est bien connu, à mon avis, que nos performances en termes de recouvrement des recettes qui nous concernent ne sont pas celles que nous attendons. Nous sommes en retard sur nos objectifs et il est nécessaire que cette situation soit examinée de manière collégiale, que nous puissions nous accorder sur les moyens d'avoir un surcroît de performance de ce point de vue, afin que notre contribution aux recettes nationales puisse être au niveau qui a été prévu et éventuellement, qui sait, peut-être un peu au-delà, parce qu'il y a eu des années où les prévisions ont pu être dépassées. C'est un premier point. Un second point concerne la nécessité de prendre en charge à notre niveau la volonté de changement exprimée par l'ensemble du peuple malien et la volonté de changement portée par le président de la République. Durant les travaux, les directions régionales des domaines et du cadastre ont présenté leurs recettes et leur stratégie de recouvrement, dont un récapitulatif a été fait par la Direction nationale des domaines et du cadastre. Dans le cadre de la 11e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, le ministre de l'Équipement et des Transports a visité certaines structures. Objectif, sensibiliser les acteurs de la circulation routière sur le thème de cette 11e édition. Nous retrouvons Nando Dambélé. La 11e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière a pour thème « Rôle et responsabilité des chauffeurs et conducteurs routiers dans la préservation des vies ». Marquée par une caravane de sensibilisation, elle a été lancée à la gare routière de Faladié en commune 6. La commune 6 réunit régulièrement dans le cadre de ses activités les 10 chefs de quartier et les 260 imams pour la sensibilisation des populations. S'inquiétant de la recrudescence des accidents de la circulation dans leur commune, les leaders d'opinion, à travers leur porte-parole Mandjou Diara,
ont invité tous à l'observance des règles du code de la route. Même message du ministre de l'Équipement et des Transports aux usagers de la route, notamment aux chauffeurs et conducteurs routiers, cible de cette 11e édition. Toujours dans notre quête de la sécurité routière, nous en appelons à tout le monde pour nous accompagner à respecter les normes de conduite, à respecter le code de la route tout court. Dans la même foulée, le ministre a visité les gares routières de Sogoniko, de Medinakura et l'auto-école Kanaga. Nous sommes déjà en train d'étudier la faisabilité de faire une grande gare routière moderne. Partie de Bamako, la caravane doit sillonner plusieurs localités du pays. Partager avec la presse et la société civile les résultats de l'analyse de la loi des finances 2013, c'est l'objectif d'une conférence débat organisée par le groupe de suivi budgétaire. Elle était animée par le ministre délégué chargé du budget et le président de la commission finances de l'Assemblée nationale. Reportage Batraoré. Le rapport d'analyse de la loi des finances 2013 produit par le groupe de suivi budgétaire est un document de 32 pages. Son objectif est d'informer les citoyens sur le processus budgétaire pour une meilleure transparence. Le groupe de suivi budgétaire estime que cette loi des finances 2013 a des insuffisances. Par rapport à la pratique, par rapport surtout aux aspects de communication avec la population, il y a un grand déficit à ce niveau. L'information du public sur le budget, c'est l'élément fondamental aujourd'hui, la plus grande préoccupation du groupe de suivi budgétaire, et c'est ça l'objet aujourd'hui du débat qui est là. Donc oui, prise en charge des dispositions du code de transparence dans sa majorité par rapport à la loi de finances 2013, non par rapport à l'information aujourd'hui du public à hauteur du souhait. Ce combat du groupe de suivi budgétaire est légitime car la communication joue un rôle important en matière de démocratie. Nous avons eu des débats extrêmement riches, des échanges extrêmement fructueux qui ont posé les bases et qui nous ont permis donc de cerner l'ensemble des points d'insuffisance que nous avons aujourd'hui pour accroître et améliorer la transparence dans la mise en œuvre du budget. La commission finances de l'Assemblée nationale et le département en charge du budget disent avoir pris bonne note des insuffisances signalées. Le réseau d'appui à la décentralisation, déconcentration de l'éducation au Mali a été mis sur le fonds baptismaux à Bamako. Il regroupe les acteurs étatiques de la décentralisation, les collectivités territoriales, la société civile et les ONG. La mise en place de ce réseau s'inscrit dans le cadre de la politique de décentralisation de l'éducation au Mali. Compte rendu, Lamine Keïta. La décentralisation est en marche au niveau de l'éducation, mais des progrès restent à faire. D'où la nécessité de la mise en place de ces réseaux pour appuyer les efforts du gouvernement dans le secteur éducatif. Par la création de ce réseau, nous n'avons nullement l'intention de minimiser les efforts abattus par les différents gouvernements. Oui, des acquis sont fort appréciables et valent à notre cher pays aujourd'hui d'être cité un exemple en la matière. Loin de nous cette prétention de nous substituer aux acteurs de la décentralisation et de la déconcentration. Je m'en vais citer de façon spécifique s'agissant de l'école, de la CAD, qui enregistre de succès notoire et qui sera le partenaire privilégié du RADEM. Pour les représentants du ministre de l'Éducation nationale, la décentralisation est sans nul doute un cadre idéal de mise en œuvre de la politique nationale éducative et d'amélioration de l'accès à tous à une éducation de qualité. C'est plus qu'un simple cadre de concertation. C'est un puissant outil de mise en œuvre de stratégies de plaidoyer et d'influence à l'échelon local, national et sous-régional qui vient de prendre corps aujourd'hui. Le réseau d'appui à la décentralisation et déconcentration de l'éducation au Mali est conduit par un bureau de 11 membres pour un délai d'1 an renouvelable. Contribuer à centrer la gouvernance issue des élections générales de 2013 sur les priorités des citoyens, tel est l'objectif d'un forum public qui s'est tenu hier à Caille. 300 participants issus des organisations communautaires, des partis politiques, des représentants, des réseaux de personnes handicapées ont pris part à ce forum Caille. Mahamadi Alioubari. Au cours de ces débats publics, plusieurs sous-thèmes ont été abordés, à savoir les droits sociaux et économiques et la lutte contre la pauvreté, la justice, la réconciliation et la reconstruction, la participation politique et publique de la femme, la gouvernance démocratique et la consolidation de l'état de droit. Les préoccupations sont nombreuses
Et il sera difficile pour les partis politiques ou bien pour les institutions publiques qui les gèrent de les gérer tous. Mais c'est de donc multiplier ces genres d'espaces d'échange, de dialogue avec les populations pour les écouter un temps soit peu. Ce forum public organisé par NDI avec l'appui financier de l'USAID a regroupé plus d'une centaine de participants venus du cercle de Caille, issus des organisations communautaires, syndicales, religieuses, des partis politiques, des organisations féminines, entre autres. Le directeur du cabinet du gouverneur Kamankani dira que ce forum est venu à point nommé et il a invité les participants à faire une restitution du forum dès leur retour. Je pense qu'il y a beaucoup d'impairs que l'on commet aujourd'hui dans le cadre des élections. C'est par méconnaissance, c'est par manque de formation des acteurs politiques. Si les ressorts politiques bénéficiaient régulièrement de ces formations, je pense vraiment que de plus en plus nous allions organiser des élections apaisées, des élections réussies. Le dit forum de NDI vise à rapprocher, en créant des espaces de dialogue et d'échange, les politiques, les institutions publiques et les citoyens, permettant aux premiers de s'enquérir des préoccupations des seconds, leurs attentes sur la gouvernance à venir en rapport avec les questions économiques, politiques et sociales. Parlons encore élections. Kidal prépare activement les législatives. 10 agents de la délégation générale aux élections DG sont sur place pour appuyer les commissions administratives des communes dans le processus de révision de la liste électorale. Reportage Tchemogo Sagara. Ces opérations de transfert autorisent le titulaire de la carte Nina à choisir sa commune d'accueil pour accomplir son devoir de vote. Pour ce faire, 10 agents de la délégation générale aux élections sont arrivés à Kidal pour appuyer la commission administrative d'établissement et de révision des listes électorales. Nous sommes à Kidal dans les processus de transfert. On doit transférer les électeurs dans les différentes communes ou dans les différents quartiers. On doit partir dans les différents cercles. Nous, particulièrement, notre équipe doit partir à Tessalit. Simple et rapide, ces opérations de transfert se poursuivront jusqu'au 31 octobre 2013, à la grande satisfaction de toute la population de la 8e région. La satisfaction, c'est vraiment d'aller voter dans ma localité natale. C'est ça le but. Et surtout voter chez moi. J'ai été très bien accueilli et ça a été vraiment rapide. Du début de l'opération, le 16 octobre à nos jours, aucun incident n'a été enregistré. Elle se déroule normalement selon la volonté des administrateurs. Et à la date d'aujourd'hui, pour le cercle de Kidal, nous avons enregistré 12 cas de transfert pour la commune urbaine de Kidal et 3 cas de transfert pour la commune rurale d'Anefis. Pour la commune rurale d'Essouk, pour le moment, aucun cas de transfert n'a été pour le moment enregistré à leur niveau. Ces opérations se font tous les jours dans les 11 communes que compte la région de Kidal. ECHO, nous rejoignons toujours la commune de Togou, dans la région de Ségou, a servi de cadre au lancement officiel du projet d'aide humanitaire d'urgence pour les 10 communes vulnérables au Mali. Le projet permettra aux 5 communes de Ségou, dont celle de Togou, d'assurer leur sécurité alimentaire. Le projet a été financé par Caritas Allemagne en collaboration avec Enda Mali à hauteur de 58 millions de francs CFA. Mamoudou Dante. En vue de contribuer à l'amélioration des vies des populations les plus démunies dans la région de Ségou, Enda Mali, avec son partenaire Caritas Allemagne, ont initié un projet d'aide humanitaire d'urgence aux populations vulnérables dans 5 communes, dont celle de Togou. Ce projet consiste à créer des emplois temporaires pour les jeunes à travers un système Cash for Work, en français argent contre travail, portant sur la réalisation des pistes rurales et la réhabilitation des anciennes écoles. Il employera 1100 personnes, tous de la commune, sur financement du ministère allemand des Affaires étrangères et l'ONG Caritas, pour un montant d'environ 56 millions de francs CFA. Cette somme servira à réaliser le remblayage de 7 km de pistes rurales en latérite allant de Togou à Pogo, la clôture et réhabilitation en matériaux locaux de 3 écoles et le reboisement de 2 hectares en eucalyptus dans chaque village de la commune. Ces travaux à haute intensité de main-d'œuvre permettront non seulement de soulager les populations de la faim par l'obtention d'argent pour acheter les grains, mais aussi d'assurer
une meilleure sécurisation de l'espace scolaire des 3 écoles, une meilleure circulation des populations et de leurs biens, et enfin une meilleure protection de l'environnement. Le projet d'aide humanitaire d'urgence vient renforcer les actions entreprises par les autorités régionales pour le bien-être de la population. 9 autres communes rurales vulnérables à travers le Mali bénéficieront de ces projets. Action de bienfaisance toujours cette fois-ci dans la Venise malienne. Là-bas, les enfants du village Sokoura viennent de bénéficier d'une école franco-arabe d'un coût de plus de 55 millions de francs CFA. L'infrastructure a coûté donc à l'association plusieurs millions de francs CFA. Suivons ce reportage de Mahamar Ibrahim Touré. L'hymne en arabe a donné le ton à la cérémonie d'inauguration de l'école franco-arabe Darul Ilmi de Sokoura. D'un coût de 55 870 375 francs CFA, l'infrastructure comprend 6 salles de classe dotées de tables-bancs, un bureau-magasin, des latrines entièrement financées par l'association des jeunes ressortissants de Sokoura à l'étranger. Les enfants de Sokoura seront gratuitement inscrits et dotés de kits scolaires. La création de cette médersa aura un avantage capital dans la mesure où elle permettra de rehausser le taux de scolarisation de la commune de Sokoura et l'épanouissement de nos enfants pour le développement harmonieux de notre pays. Les jeunes de Sokoura en Côte d'Ivoire attendent jouer leur partition dans la formation et l'éducation de leurs frères et sœurs et de leurs enfants de Sokoura. Il n'échappe en effet à personne que le meilleur cadeau qui puisse être fait à un enfant pour lui permettre d'affronter la vie, c'est bien l'éducation. L'école a des mérites et des avantages et les enfants sont exposés à toutes sortes de mots. L'inauguration d'une école franco-arabe dans le village de Sokoura est une réponse. Vous contribuerez ainsi à éliminer tous ces mots à l'endroit de ces enfants. Il ne suffit pas seulement de construire et d'équiper une école. Il faut aussi veiller à ce qu'elle soit fréquentée. Et maintenant, aux bénéficiaires de préserver ces joyaux architecturales. Le positionnement et le soutien aux femmes candidates aux législatives comme défi démocratique, contraintes et solutions, c'est le thème de votre émission législative 2013, les vrais enjeux. Yaya Konaté et Sidiki Dambélé reçoivent les représentantes du ministère de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant, du parti Yéléma, du PDS et du CENID. Quelles sont les contraintes à la participation des femmes à la vie publique et comment y remédier? La réponse dans législative 2013, les vrais enjeux, une émission que vous pourrez suivre après ce journal. Voilà, ce journal s'achève. Merci de l'avoir suivi. Demain, 13h, retrouvez Mohamed Touré. Et pour la grande édition du soir, vous avez rendez-vous avec Ibrahima Djombele. L'information continue sur notre chaîne à travers le site www.ortm.ml. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.